Dans le Tech Talk aujourd'hui, on parle de cet euro numérique, la monnaie numérique de l'Union. Où en est-on sur les projets, les acteurs, puisque la BCE a fait part de ses choix de partenaires privés. 5 ont été choisis en cette rentrée 2022 pour développer un prototype avec une surprise, on va en parler, mais aussi des questions que j'ai à poser à mes invités pour vous. Nathalie Auffauvre, merci d'être avec nous, directrice générale de la stabilité financière et des opérations à la Banque de France. La Banque de France fait évidemment partie du projet de l'euro numérique, mais plus largement de cet eurosystème, système fédéral qui regroupe la BCE, la Banque Centrale Européenne, mais aussi les banques nationales européennes. À côté de vous, Marc-Henri Desportes, directeur général adjoint de World Online, entreprise française mais acteur mondial. Dans les paiements, vous êtes un partenaire technologique, vous, pour les commerçants, pour les institutions financières. Et en septembre, World Online, votre entreprise, a été choisie par la BCE pour développer ce prototype d'interface utilisateur pour l'euro numérique. On commence à arriver donc à quelque chose qui va devenir très concret pour nous tous. Et restez avec nous en plateau, Juliette Mattioli, senior expert en intelligence artificielle pour le groupe Thales, représentante de Thales au comité de pilotage de confiance.ai. Vous pourrez évidemment interagir, peut-être poser des questions à nos experts. Cette fois, c'est votre tour, Juliette. Alors, première question. Donc, la BCE qui a révélé les 5 acteurs privés qui vont travailler sur ce prototype d'euro numérique. On retrouve dans ces 5 acteurs la banque espagnole CaixaBank, le spécialiste des paiements électroniques italien Nexi, l'organisation European Payment Initiative et puis World Online et Amazon. Est-ce que pour vous, également, ça a été une surprise de trouver un acteur américain dans ce travail de prototypage de l'euro numérique? Worldline. C'est les vieux souvenirs Worldline, c'est autre chose. C'est le signe d'un certain angélisme européen, effectivement, d'une volonté d'ouverture qui nous distingue, peut-être qui nous honore. C'est vrai qu'en tant que champion européen, on est content qu'il y ait une très nette majorité d'acteurs européens dans ce choix de prototype. Du côté de la Banque de France, ça fait partie des choix qui ont été soumis. Comment vous avez accueilli cela ? Alors, c'est une décision qui a été prise par l'équipe projet de la Banque Centrale Européenne. Donc, comme c'était une sorte de compétition, c'est vraiment la décision a été prise par la Banque Centrale Européenne sur la base d'un certain nombre de critères. Donc l'objectif était d'avoir des expérimentations un peu différentes les unes des autres pour enrichir notre connaissance du projet, de ce qui est le mieux à faire. Donc je crois que l'objectif a été d'avoir un panel d'entreprises avec des horizons différents pour qu'on puisse enrichir notre expérience et définir ce qu'il y avait de le mieux à faire. Il faut bien voir que là, il s'agit d'un prototype. Ça n'engage absolument pas l'avenir sur la façon dont nous ferons l'euro numérique et avec qui nous le ferons. Voilà. Donc, c'est vraiment une phase... Et à ce moment-là, vous pensez que seront exclus les non-européens ? Pas forcément, on doit respecter la loi, mais on a un objectif très important au niveau de ce projet d'euro numérique, c'est de défendre l'autonomie européenne en matière des paiements, puisqu'on est fortement et de plus en plus dépendant de grands acteurs étrangers. D'ailleurs, on a pensé à réfléchir à ce projet-là parce qu'arrivaient ce qu'on appelle les big tech dans le monde des paiements. On a déjà des acteurs très puissants comme Visa, Mastercard, mais on a aussi des big tech qui arrivent. Donc, l'objectif de l'euro numérique, c'est aussi d'assurer la souveraineté européenne des paiements. Donc, c'est forcément une considération que nous aurons dans le montage final de ce projet. Très concrètement, là, sur cette phase de prototypage, ça veut dire que vous allez devoir travailler tous les 5 ensemble ou en compétition ? On travaille tous les 5, chacun sur un domaine bien identifié. Donc on n'a pas de problématique de compétition parce qu'on est sur des domaines différents. Et on n'a pas non plus de problématique d'interconnexion. Chacun doit dérouler en fait son prototype pour qu'il fonctionne à part entière. Et ça permet aux acteurs dont les banques centrales d'estimer dans cette phase d'investigation si ces prototypes laissent entendre que les technologies s'adaptent bien au cas d'usage et apportent un vrai plus d'utilisation, une facilité
liquidité. Vous pouvez juste nous préciser qui fait quoi alors parmi les 5 ? Je ne saurais pas vous indiquer de mémoire exactement chacun d'entre eux. Pour notre part, nous faisons le paiement hors ligne, donc qui est la partie, je dirais, technologiquement la plus complexe. Pourquoi ? Parce que hors ligne, ça veut dire que vous devez faire un paiement de pair à pair, donc de personne à personne, sans connexion réseau. Donc il faut s'appuyer sur les technologies. Quel cas concrètement ? Si je vais chez un commerçant ? Alors, ça peut être... là, le cas est peer-to-peer, donc c'est entre deux personnes. Mais après, là, une fois que ça fonctionne entre deux personnes, on peut facilement envisager l'extension aux commerçants. Mais vous êtes donc face à une personne que vous connaissez, auquel vous voulez donner des euros digitaux. Et quand bien même vous n'avez pas de connexion réseau, vous êtes dans un endroit où le réseau n'est pas bon, vous voulez pouvoir passer le paiement d'un téléphone à un autre téléphone, et il faut que le système fonctionne. Parce qu'en fait, on cherche à avoir, et ça distinguera l'euro digital, une facilité d'usage qui est à peu près celle des pièces et monnaies dans le monde physique, et celle des paiements électroniques existants, des virements, des paiements cartes dans le monde numérique. Alors là, c'est très bien. Donc, est-ce que cet euro numérique est amené à se substituer justement à la monnaie classique que nous utilisons aujourd'hui ? Non, nous continuerons bien sûr d'émettre des billets et des pièces, mais on voit que On est sûr que ce n'est pas la fin du cash, l'arrivée de l'euro numérique ? c'est aux citoyens de décider ce qu'ils veulent comme instrument de paiement. Donc, c'est très différent d'un pays européen à l'autre. Dans les pays d'Europe du Nord, on utilise déjà très peu le cash aujourd'hui. Donc, les gens utilisent des paiements par carte, des virements. En Allemagne, on utilise énormément le cash. Donc, notre objectif, c'est pas du tout de supprimer le cash. C'est aux citoyens de décider quelle forme de monnaie ils veulent utiliser. Mais on voit qu'ils ont une attente pour des paiements de plus en plus numériques. On voit la façon dont ils ont adopté le paiement sans contact, par exemple. Donc, ça fait des centaines d'années qu'on offre le billet de banque sous forme papier. L'économie se numérise. Donc, il nous semble logique de réfléchir à la possibilité d'offrir une autre forme de moyens de paiement numériques, en plus du billet de banque et des pièces. Comment il s'appellera cet euro numérique ? Le digital euro Alors, en anglais, parce qu'on est quand même dans une langue commune, effectivement, son petit nom, on l'appelle le Digital Euro. Et ce sera son nom définitif ? Je ne sais pas. On ne sait pas encore. Non, mais c'est-à-dire que c'est l'euro. Ce n'est pas une autre monnaie. Ce sera l'euro. L'euro que vous utilisez tous les jours, qu'on a sur notre compte en banque, qu'on a dans notre portefeuille. Alors, Simplement... qu'est-ce qui va apporter de différent ? Qu'est-ce qui va nous apporter de plus ? Puisqu'on a déjà plein de solutions de paiement électronique. On a déjà beaucoup de solutions de paiement, donc il apportera s'il est facile d'utilisation et s'il permet d'apporter une certaine valeur ajoutée. C'est pour ça qu'on travaille et que cette phase d'investigation est importante pour bien identifier les cas d'usage. Mais ce sera aux citoyens vraiment de décider, et il nous semble important que les citoyens puissent avoir une expérience utilisateur, puisque c'est le mot utilisé aujourd'hui, simple, et qui lui permettent de faire des paiements à tout moment, des paiements instantanés à tout moment dans l'ensemble de l'Europe pour de nombreux cas d'usage, comme ils le font avec le cash. Et après, c'est aux citoyens de décider ce qu'ils veulent utiliser. C'est une forme alternative des moyens de paiement offerts par les banques et qui vient en complément. Donc, il devra trouver sa place dans l'écosystème, mais on aura certainement un objectif d'inclusion numérique et financière, de manière à ce que ce soit accessible à tous les citoyens, avec probablement un service de base qui sera gratuit. Parce que vous travaillez vraiment sur cette question, vous êtes sur l'interface utilisateur chez Worldline. Donc, comment vous allez faire en sorte que cet euro numérique vraiment apporte un bénéfice utilisateur ? Aujourd'hui, on ne voit pas très bien. On se dit finalement que cet euro soit numérique ou pas, je peux faire des paiements électroniques en euros. Qu'est-ce que ça va changer ? Qu'est-ce que je ne peux pas faire aujourd'hui que je pourrais faire demain avec cet euro numérique ? Alors, effectivement, le défi de cet euro numérique, c'est que son projet, c'est de venir en plus, pas de venir se substituer. D'ailleurs, je crois que la Banque Centrale Européenne a dit qu'il devait avoir du succès, mais pas trop de succès. Donc, il n'a pas vocation à effacer ce qui existe aujourd'hui. Et en plus, il doit être d'une certaine façon assez discret, parce qu'aujourd'hui, je pense qu'à peu près aucun des personnes que vous croiserez dans la rue ne connaît la différence entre monnaie de banque centrale et monnaie de banque commerciale. Pour lui, c'est la même chose. Et demain, ça a vocation à rester la même chose. Donc ça fait partie des défis. Il doit venir en plus et pas être vécu comme quelque chose de fondamentalement différent. Donc pour qu'il ait du succès, il faut qu'il y ait deux paramètres pour moi, deux conditions. Mais quoi essentielles. De plus ? Que peut-il apporter de plus ? Une certaine facilité d'utilisation. Donc avoir réfléchi, donc c'est notamment nous ce qu'on voit à travers le prototype sur lequel on travaille, avoir réfléchi à apporter une facilité d'utilisation, une simplicité, une richesse de cas d'utilisation qui est un peu plus importante
importante. Vous pouvez nous que les citer un moyens de paiement exemple? électroniques. L'exemple, c'est celui sur lequel on travaille, c'est le paiement hors ligne, c'est la possibilité aujourd'hui, si vous voulez faire un virement instantané, si vous êtes hors ligne, c'est impossible. Si vous voulez payer chez un commerçant et que son terminal de paiement est déconnecté, vous ne pouvez pas opérer ce paiement. Et donc, vous revenez sur le cash physique. Là, vous aurez un moyen numérique qui aura cette dimension additionnelle. Et ça, cette technologie sur laquelle vous travaillez, elle pourrait s'appliquer à n'importe quelle monnaie numérique ou uniquement à l'euro? Non, la question pourra se poser après, à terme, d'étendre son usage à d'autres cas de figure. Donc, je reviens à la question de la spécificité. Quel est l'intérêt sous-jacent de l'euro numérique? Je pense qu'il est important pour nous que, par contraste, si on n'a plus du tout d'usage du cash, il y a quand même, il est important que la Banque centrale puisse participer à cet écosystème des paiements. Parce que c'est en assurant aussi l'interopérabilité, c'est-à-dire le fait qu'on puisse convertir à tout moment entre la monnaie qui est sur les comptes en banque avec le cash, qu'on assure la confiance dans la monnaie. La confiance dans la monnaie, c'est un continuum entre l'argent qui est en cash, l'argent qui est dans votre compte en banque. Et d'ailleurs, on assure cette confiance parce qu'on assure la sécurité des banques en imposant qu'elles aient des exigences réglementaires pour qu'elles soient très solides. Et puis, on a aussi le cash et on peut changer. À tout moment, vous pouvez retirer de votre compte en banque du cash. C'est cette continuité et l'ancrage sur la monnaie émise de banque centrale qui assure la confiance dans l'ensemble du système. Donc on se dit que les économies vont évoluer de plus en plus vers du numérique et qu'il est important de continuer à être acteur de cet écosystème. On ne veut pas prendre une place trop importante. On veut laisser la place aux banques, mais on veut rester dans cet écosystème. Et je crois que c'est la façon dont on offrira ces services, la façon dont ils seront combinés effectivement avec les services de paiement offerts par les banques, qu'il trouvera sa place. Mais c'est un défi, effectivement, et c'est la raison pour laquelle on pense véritablement qu'il faut que ce soit simple d'accès et avec un nombre de cas d'usage suffisamment large. Par exemple, on commence à réfléchir sur comment avoir des services à valeur ajoutée, et là, ce seront aux banques et aux acteurs de l'écosystème de développer des services à valeur ajoutée par rapport aux services de base, si je puis dire, qui sera la mise à disposition de l'euro numérique, probablement via un portefeuille numérique qui sera alimenté à partir de votre compte en banque. Donc, il faut être clair, il ne s'agira pas d'ouvrir un compte sur les livres des banques centrales, pas du tout. Vous continuerez à avoir votre compte ouvert auprès de votre banque. Ça va rassurer les banques, là, ce que vous dites. Voilà, c'est pour ça que je le dis, c'est très important. Donc, c'est bien les banques qui ouvriront d'ailleurs ce porte-monnaie électronique, qui permettront l'alimentation de ce porte-monnaie électronique, et les personnes pourront l'utiliser peut-être pour des usages très simples, comme l'argent de poche. Comme on utilise aujourd'hui le Bitcoin ou d'autres monnaies électroniques. Avec les risques qui vont avec. Alors que là, ce sera l'euro, notre monnaie. À quelle vitesse avancent les travaux? Quelles sont les échéances qui vous ont été fixées? Alors, les échéances sont relativement brèves parce que le prototype doit aboutir début d'année prochaine pour alimenter ensuite une réflexion qui débouchera sur une décision d'aller de l'avant au-delà de la phase d'investigation et donc de mettre en œuvre cet euro numérique. Je crois que c'est en octobre 2023, donc dans moins d'un an maintenant. Est-ce qu'il y a des premiers utilisateurs qui vont pouvoir commencer à tester des transactions en euro numérique en 2023 ? Je crois que c'est l'idée, une fois que Ouais. les prototypes sont en place, de commencer à voir sur des cercles restreints un peu comment les choses se passent. Mais j'imagine que comme on est dans une phase d'investigation, on sera sur des usages extrêmement restreints, des cercles relativement limités. En fait, Sur- on voudra oui. tester, on voudra tester. On a mis en place des groupes qui permettront d'avoir un retour d'expérience de la part d'associations, d'utilisateurs, de citoyens, d'entreprises. Et c'est pour vérifier que ça correspond à des cas d'usage et justement que ça apporte la valeur qu'on souhaite. Mais on ne peut pas émettre l'euro numérique tant que le dispositif législatif n'est pas en place. Donc on va rester vraiment dans l'expérience, le test de la valeur apportée par ce prototype. Et justement, ça comporte des contraintes spécifiques, j'imagine, de travailler sur un prototype pour l'euro numérique et non pas n'importe quelle monnaie électronique. Oui, il y a un certain nombre de contraintes, mais je pense que pour le succès de l'euro numérique, le point le plus important, est ce qu'on va essayer de travailler, nous, dans le cadre de nos prototypes, et on sait que les autres acteurs de l'industrie ont un peu cette logique en tête,
c'est de pouvoir appuyer cet euro numérique sur les systèmes qui existent aujourd'hui au maximum. Parce qu'on est en train de parler d'équiper des consommateurs et des commerçants. Donc on parle de centaines de millions d'un côté, de millions de l'autre. Donc on est sur des coûts qui sont à multiplier par ces chiffres. Si on invente des systèmes, des solutions qui sont radicalement en rupture par rapport à ce qu'ils ont l'habitude de faire, les coûts d'équipement vont être extrêmement élevés. Le coût du changement d'habitude va être une barrière à l'entrée qui va être très très difficile à franchir. Donc nous, notre point de vue, et c'est pour ça qu'on salue le choix d'acteurs comme nous-mêmes. Mais pas comme Amazon. Non, Amazon, je les vois plus. Je pense que la logique derrière le choix d'Amazon, c'est que c'est un consommateur comme étant une des plus grandes plateformes de commerce en ligne. Donc, quelque part, en consommateur de paiement en ligne, il va se familiariser avec la problématique d'être consommateur de ce moyen de paiement. Après, il ne sera jamais fournisseur. Je pense que la fourniture de systèmes de paiement électronique relève des acteurs du secteur. Et c'est assez intéressant d'avoir le point de vue de l'utilisateur, entre guillemets, comme commerçant. On a évoqué le Bitcoin très rapidement. On me dit oui, mais on n'aura pas le même niveau de risque qu'avec ces crypto-monnaies. Ça pose la question de l'infrastructure justement qui est choisie pour cette crypto-monnaie, parce qu'aujourd'hui, les spécialistes du Web3 s'entendent pour dire que justement, le Bitcoin aujourd'hui, c'est l'infrastructure la plus robuste. Est-ce que c'est un modèle qui pourrait être suivi, adopté, repris par la Banque centrale ? Alors, on aime bien faire la différence entre les crypto-actifs, d'ailleurs nous on ne les appelle pas vraiment crypto-monnaies, qui n'ont pas les qualités des monnaies. Donc on aime bien faire la différence entre les crypto-actifs, qui sont ces nouveaux actifs, souvent très spéculatifs, comme le Bitcoin, qui n'ont pas du tout les qualités d'une monnaie, et la technologie. Donc la technologie sous-jacente, qui est la blockchain ou les registres distribués. Et totalement décentralisée. Totalement décentralisée. Mais c'est deux choses différentes. Déjà, je voudrais bien faire la distinction. Nous sommes plutôt neutres par rapport à la technologie. On n'est pas là pour supporter une technologie plutôt qu'une autre. Donc on va faire un choix technologique qui dépendra de l'ensemble du cahier des charges que l'on est en train d'élaborer en réfléchissant à ce design de notre euro numérique, les cas d'usage, effectivement le fait qu'on va servir des millions de consommateurs avec un très grand nombre d'acteurs dans l'écosystème. Et il n'est pas du tout évident que pour mettre en œuvre cet euro numérique, on ait besoin de la technologie de la blockchain. Peut-être nous l'utiliserons, peut-être pas. Ça n'est absolument pas nécessaire. Voilà, c'est très important de le dire. Ce qui est certain, c'est que ce sera basé sur du virement instantané. On veut mettre en place un mode de paiement qui assurera un paiement instantané. Mais on n'a pas besoin nécessairement d'utiliser la blockchain. Peut-être qu'on l'utilisera pour certaines parties où on trouvera ça intéressant. Et certainement aussi, on souhaite que ce soit une évolution ouverte, qu'on puisse intégrer la technologie au fur et à mesure qu'elle se produira. Mais d'une certaine façon, notre euro numérique sera, de ce point de vue-là, très différent des crypto-assets. Et je crois que sur le Bitcoin, il faut quand même rajouter qu'il est basé sur une technologie distribuée qui est un désastre environnemental absolu. Oh là là, alors attention, là vous ouvrez la boîte de Pandore, parce que alors, des débats sur le sujet, j'en ai fait plein, et donc c'est très discuté et discutable. Mais on va pas le rouvrir, parce qu'on arrive à la fin de notre débat, donc on va rester concentré sur le modèle de l'euro numérique. Non mais j'entends bien que ça peut pas être un modèle de toute façon, puisque à partir du moment où je dis banque centrale, on est à l'opposé du modèle décentralisé de Bitcoin. Je ne suis pas d'accord avec ça, parce que nous travaillons aussi... Non, mais je pense que nous travaillons par ailleurs, indépendamment de ce projet d'euro numérique pour le grand public. Nous faisons des expérimentations à la Banque de France pour regarder comment offrir notre monnaie, donc toujours l'euro, sur des blockchains dans le cadre du travail fait par les banques principalement pour tokeniser les actifs numériques, donc les titres émis, les dettes d'entreprise ou pourquoi pas dans le futur des dettes d'État. Donc si ces titres tokenisés circulent sur une blockchain, quand on les vend ou les achète, il faut bien une monnaie pour le régler. Donc on travaille par ailleurs sur est-ce qu'il serait possible de mettre l'euro sur la blockchain et donc d'avoir, tout en gardant le contrôle, parce que nous devons garder le contrôle de l'émission de la monnaie, c'est très important pour sa validité et la confiance dans la monnaie, mais il est tout à fait possible, et nous avons déjà mené des expérimentations, tout à fait possible de mettre notre monnaie, l'euro, sur une blockchain et de garder le contrôle de l'émission. Donc, ça sont des travaux qui se jouent en ce moment en parallèle. Voilà, c'est totalement séparé. Mais tout ça pour dire qu'il faut... La technologie... tout est possible avec la technologie du moment qu'on apporte la sécurité et que la technologie répond à nos objectifs.
Pour l'euro numérique grand public, il n'est pas du tout évident que la technologie blockchain soit véritablement nécessaire. D'accord, mais là on est vraiment sur un sujet régalien, un sujet de système critique et de confiance, Juliette Mathieu. Ah, complètement. Vous pourriez embarquer ces problématiques au sein de Confiance.ai? Alors, aujourd'hui, Confiance.ai ne s'intéresse pas, ou en tout cas n'a pas de connexion avec l'industrie financière. En revanche, pour avoir étudié le dossier sur quelles sont les problématiques que l'on rencontre dans le monde de la banque, il y a énormément de problématiques. Donc, c'est plutôt l'industrie financière qui pourrait utiliser les résultats de Confiance AI pour proposer de nouvelles solutions à base d'intelligence artificielle. Une main tendue sur le plateau de Smartech. Merci beaucoup à tous les trois, Nathalie Aufovre de la Banque de France, Marc-Henri Desportes de Worldline et Juliette Mathioli de Thales et Confiance.ai. Juste après la pause, on se retrouve pour parler de femmes tech entrepreneurs.